Chers amis, bonjour et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre sur ABC. Quel bonheur, parce que je sais que vous avez vu sur les réseaux sociaux quelques petits encarts de communication qui annonçaient sa présence sur les canapés d'ABC. Ouais, il est là. Il a fait le déplacement exprès de son Québec chéri pour venir nous rencontrer, nous parler un petit peu de son parcours de vie, de son expertise. Et ça fait tellement de bien de recevoir Franck Nicolas qui est là. Salut Franck. Salut, comment vas-tu? Quel bonheur de te recevoir. J'ai tout chez moi, je rêve. Si un jour on m'avait dit que tu viendrais t'installer sur ces canapés, ouais. Je suis très content, je suis très honoré. Merci infiniment. Et pour quelle raison? D'être honoré? Ouais. Mais parce que tu as tellement inspiré de gens, et moi le premier. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, cette chaîne a vu le jour un certain juin 2020 parce que tu es parti d'un principe qui était de dire il faut offrir du contenu, un maximum de contenu. Et si d'abord, ce contenu est inspirant, c'est une chose, mais si ensuite il permet à des personnes d'avoir envie d'aller plus loin pour acheter des programmes, c'est possible, c'est le fameux 80-20 dont tu parles très régulièrement. Et je me suis dit, mais on va faire ça avec la chaîne. Et j'ai créé cette chaîne-là. Oh, waouh, bravo. Voilà. Et c'est comme ça que aujourd'hui, je reçois des personnalités donc merci. Bravo. Merci bravo infiniment. Surtout à toi. Franck Nicolas, fondateur de Globe depuis 2003, évidemment, auteur best-seller. Alors, on l'appelle le coach des coachs. On en parlait d'ailleurs hors antenne. Est-ce qu'on peut encore dire ça, coach des coachs? Aujourd'hui, je crois que le mot coach s'applique à toutes les sauces. Bah oui. Il y a un côté qui est très bien, parce que finalement, ça donne une opportunité à tout le monde d'aider son voisin, sa cousine, son camarade de travail, son prochain. Et puis aussi, il y a pas très longtemps, j'étais dans les rues de Paris et j'ai une dame, je vais chercher quelque chose à la boulangerie pour mes enfants. Moi, je bois vraiment ni d'alcool, ni je mange de gluten. Mais je vais chercher des croissants pour mes enfants qui adorent ça. Et une dame qui me dit, Monsieur Nicolas, je vous reconnais, c'est génial, c'est extraordinaire. Je voulais vous dire, moi aussi, je suis coach. Et donc finalement, tout le monde est coach de quelque chose sur un domaine et pour quelqu'un. Mais ensuite, évidemment, il y a plusieurs niveaux. Donc oui, le terme s'est généralisé. Et aussi attention à ne pas confier son destin, sa carrière et sa vie à toute personne qui se dit coach. Ouais. En tout cas, tu formes des personnes, oui, tu accompagnes des personnes. On a une école de coaching depuis de nombreuses années où on certifie des coachs de A à Z et on planifie également et on les lance dans leur carrière de coach en prenant en charge également leur mise en marché. Donc, on fait ça depuis longtemps. Bon, alors, vous regardez, je vais dire un mot, de mettre le visuel parce qu'il y a effectivement ce chiffre qui a fait sans doute la réputation et le succès de Franck Nicolas, ce fameux 110, 110%. Et on m'a dit aussi ça. C'est l'homme qui vit à 110%. C'est l'homme qui a toujours quelque chose à dire. C'est l'homme qui n'abandonne jamais, qui ne lâche rien, qui trouve toujours ses propres objectifs de vie. Tu as ton téléphone, tu es dans la rue, tu as une inspiration, tu es sur un pont parisien, le pont des amoureux, tu as quelque chose à dire, tu vas même chercher à acheter des chemises dans des magasins, tu parles avec le vendeur et il y a une inspiration particulière, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné chez toi. Oui, je crois que ce qui est important dans nos vies de leaders, d'entrepreneurs, quand on a cette fonction de redonner aux autres, en fait, de prendre sous notre aile un homme et une femme, c'est ce qui est très puissant, notamment au niveau du développement de notre carrière de leader et d'entrepreneur, c'est de redonner. Et dans les réseaux sociaux, c'est pas du tout péjoratif, mais les hommes et les femmes qui nous écoutent sont débordés, submergés par l'information. Donc, ce dont ils ont besoin sont des tranches, des capsules de vie, des instants de vie, des pieces of cake, comme je dis souvent, qui vont leur permettre d'avoir un petit 10% de plus dans leur journée. Et ça peut être simplement une étincelle. Et je crois que la vie, c'est une question d'étincelle. C'est pour ça que le programme de coaching Spark, que tu connais bien, qui est un programme de coaching sur plusieurs mois, Spark comme étincelle en anglais. Je crois que on change pas de vie en claquant des doigts, mais on change de destination en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'on prend la décision de prendre un cap de 15 degrés différent en claquant des doigts. Notre vie prend du temps à changer. Le changement prend du temps.
mais il suffit parfois d'une seule étincelle. Et il y a des gens qui ont besoin d'être dans le service d'oncologie pour dire je vais arrêter de fumer. Et il y en a d'autres qui vont se dire c'est intéressant parce que je vais pas attendre le mur avant de changer de destination. Et je crois que la vie n'est qu'une question de prise de conscience, d'étincelle. On va voir ta prise de conscience parce que c'est intéressant dans les rencontres. Évidemment, l'objectif c'est de voir un petit peu le parcours. Tu l'as raconté 1000 fois. Avignon, tu as raconté cette enfance. Tu dis une enfance bousculée, un petit peu difficile. Est-ce que ça, honnêtement, les yeux dans les yeux, Franck, c'est la légende ou c'est vrai? Est-ce que la légende, tu veux dire, Bah, est-ce la que c'est du légende, marketing? Oui. Ah non, ça c'est ma vie. Ça, c'est vrai, ça? Oui, oui. Moi, je suis né dans le sud-est de la France, à d'accord. Avignon, dans le quartier de la Grange d'Oreille. Mais cette vie difficile dont Une tu vie, parles. une enfance intéressante, une enfance enrichissante, une enfance que d'aucuns pourraient qualifier de rude, mais que j'appelle le plus beau cadeau de ma vie. Moi, je suis né dans un petit appartement qui était très pratique. Moi, j'appelais ça l'appartement pratique. C'est l'appartement où tu tends une main et tu nettoies la casserole et la main droite. Tu règles la télé. Non, tu fais les draps. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc, c'est le type d'appartement dans lequel je suis né, mais j'ai eu une enfance très heureuse, jusqu'au moment où j'ai pris conscience de la réalité du terrain dans ce type de quartier difficile, où moi, je suis issu d'un quartier où pas un seul mois, je n'ai été victime d'intimidation et d'agression physique. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que 3-4 personnes qui me tombent dessus, dont le jeu est de casser les dents du jeune qui est au sol. Et comme on se protège le visage, c'est les côtes qui se brisent. Et je sais ce que fait le bruit d'une côte qui se brise. Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie. Et ça, ce sont des cadeaux de la vie. Donc, tous les mois, je n'étais pas victime d'intimidation et de violence à ce point-là. Mais il n'y a pas un mois où j'étais pas victime de cette peur qui m'empêchait de respirer. J'ai été élevé dans cet environnement-là. Et notamment, si tu le souhaites, je peux te raconter cette anecdote qui a été une étincelle. Tiens, une étincelle pour moi. Moi, je suis un gamin dont le frère est décédé. Donc, je suis arrivé, moi, j'étais seul. Et mon frère est décédé très jeune. Donc, je suis seul. Mon papa est représentant des ventes en vin et spiritueux, ça s'invente pas. Un produit qu'il adore consommer, si tu vois ce que je veux dire. Ma maman est coiffeuse, elle est employée. Et il y a eu 2 étincelles dans ma vie qui m'ont réveillé. Et pour ça que je dis souvent que notre passé est un cadeau et pas un fardeau. Notre passé, c'est un cadeau, c'est pas un fardeau. Avec le recul, on peut dire ça. Dans l'instant, c'est très compliqué de comprendre. C'est très compliqué. On va pas pérorer là-dessus. Mais à partir du moment où on tente de revoir, de recomposer, de réinventer le sens de son passé, là, ça devient un cadeau. Et c'est ce que j'ai fait avec le temps. Premier événement, je suis dans mon quartier et j'entends, moi, je me couchais très tôt, mes parents me laissaient pas regarder la télévision le soir, et j'entends ma mère pour la première fois qui élève le ton. Et jamais ma mère est une femme très calme. Mon père est un Italien, donc tu vois le style. Donc quand je fais des gestes comme ça, tu vois à qui je ressemble. Évidemment. Et je me retrouve à écouter à la porte du salon de notre appartement pratique, comme je dis. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, les portes, c'était du papier A4. Et ma mère qui regarde mon père en disant « Plus jamais, tu entends? Plus jamais, on ne dépendra de quelqu'un pour vivre. » Et mon père, qui était avec une belle faconde à l'italienne, ne ressemble plus du tout à l'italien qu'il était, avec son charisme, avec son art oratoire. Il a les yeux baissés, il a les larmes aux yeux, et ma mère avec une détermination incroyable. Je vais te la faire courte. J'apprendrai que ma mère a été virée de son travail de coiffeuse à Avignon et qu'ils n'ont pas l'argent pour reprendre le fonds de commerce de la patronne qui la met à la porte, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle prend sa retraite. Elle s'appelle Madame Blanc. Et mes parents n'ont pas l'argent. Mon père, en tant que représentant des ventes, gagnait pas énormément sa vie. Et quand je dis pas énormément, c'est vraiment, tu vois, très peu. Donc finalement, le choc à ce moment-là en tant qu'enfant, c'est d'avoir un tsunami d'émotions en moi. Tu l'as déjà entendu dire, on peut mettre une fessée à un enfant ou faire un reproche à un enfant, 1 heure plus tard, nous adultes, on a oublié. L'enfant, c'est un tsunami pour lui. Il n'a pas vécu l'événement de la même façon. Ça m'est arrivé de me prendre une petite fessée. Pour moi, c'était un choc. Mon père l'oublie, ça. L'adulte va oublier pas l'enfant. Et à ce moment-là, pour moi, c'était on va finir à la rue. On va mourir. Trauma. Et un truc qui peut faire rire, c'est je vais devoir vendre tous mes jouets. Mais j'avais très peu de jouets. Et ironiquement, ça je le savais pas, mais chaque Noël, on avait une tradition
que ma mère m'a apprise, c'est que je devais redonner l'un de mes jouets à un enfant qui avait moins que moi. Mais à ce moment-là, j'avais très peu de jouets. Je me suis dit, en tant que gamin, je perds tous mes jouets. J'avais 11 ans. Et finalement, ça a été une grande fierté pour moi parce que mes parents, donc ça, c'était un premier déclic, mais mes parents, en 3 mois, ont racheté un petit commerce, rue Paul Saint à Avignon, une rue dans laquelle il y avait des dames qui faisaient un métier euh, de liberté totale. Et ils ont repris ce petit local. Mon père a travaillé jour et nuit avec ma mère. Ils ont créé leur salon de coiffure et ma mère est devenue entrepreneur. Et ça, pour moi, c'est un immense déclic. Waouh. Ça, c'est le premier déclic de ma vie sur l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours été élevé par des femmes extrêmement fortes. C'est pour ça que la femme, pour moi, dans ma vie, a toujours été très, très importante. Et c'est pas du tout de la flagornerie, tu vois. Ça a été une injection d'étincelles pour moi. Et la deuxième étincelle, qui a été aussi impactante pour moi, je suis dans les rues d'Avignon, j'attends un bus et j'ai 3-4 jeunes qui arrivent vers moi et qui me disent « Donne-moi ton pantalon de jogging et ta veste de jogging ». Alors le pantalon, au bout d'un moment, il laisse tomber, il me dit « Donne-moi cette veste de jogging-là ». Et c'était l'unique cadeau de Noël que j'avais eu de ma grand-mère italienne et un jogging Adidas. Et pour moi, c'était tout, ce jogging. Oui. Et il me dit « Donne-moi cette veste de jogging ». Je dis « Non, non, je ne te donnerai pas ça ». Et instantanément, le petit garçon, qui était un petit peu têtu, comprend ce qui va se passer et ça n'a pas manqué. Il sort un couteau et il me dit « Donne-moi cette veste de jogging ». Et je lui dis non. Et trop tard, il dirige le couteau sur ma poitrine au niveau de mon cœur. Et est-ce que c'est le cadeau de la vie? Ça, je le comprendrai plus tard. Et ça, je l'ai jamais raconté, mais le fait d'avoir été intimidé à l'école, j'étais pas plus intimidé que d'autres, parce que moi, j'étais perçu ironiquement comme le riche du quartier. Ouais. Papa, maman travaillaient. Donc, c'est pour ça que j'étais une cible, parce qu'il m'arrivait d'avoir des vêtements neufs. Ironiquement, je sais pas, ce qu'il faut, c'est que personne ne savait, c'est que j'ai été habillé durant mon enfance à 70-80%, pas du tout les sous-vêtements, à l'armée du salut d'Avignon. J'avais aucun vêtement neuf. Alors pas du tout comme Oprah avec avec des toiles de jute pour faire mais j'ai été élevé toujours avec des vêtements d'occasion et les seuls vêtements neufs, j'étais la cible des autres. Non pas parce que j'étais une victime née, pas plus que les autres, mais parce que j'étais le riche du quartier. Retiens ceci. On est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un. On est toujours l'intelligent ou le con de quelqu'un. On est toujours l'invité spécial d'un dîner de con, sans s'en apercevoir. Et là, à ce moment-là, j'étais le riche parmi les pauvres. Donc voilà pourquoi j'ai été victime. Et je reviens à mon histoire, et j'ai un réflexe incroyable, parce que justement, j'avais eu des réflexes de me protéger. Je vais te faire voir ma main dans un instant. J'ai le réflexe d'enlever le couteau. Mais rapidement, à tel point qu'ils ne l'ont pas vu. Parce que lorsque tu es dans une agression, d'attaque ou de fuite, ton cerveau passe en mode reptilien. C'est-à-dire que ta vision se rétrécit. Celles et ceux qui ont déjà été en colère savent exactement de quoi je parle en ce moment. Et à ce moment-là, j'ai le réflexe d'enlever le couteau. Mais le couteau me coupe ici. Ah oui, exact. Il y a la cicatrice. Ouais. Il me coupe ici. Et j'ai le réflexe, alors je ne veux pas dire que je suis très intelligent, pas du tout, c'est un réflexe, de me badigeonner le t-shirt qui était blanc dessous, mon jogging Adidas. Et le sang est bien au niveau du cœur. Ce qu'il avait choisi, l'imbécile, parce que c'était des imbéciles évidemment, avec un passé, avec une situation de vie très difficile. Et je me mets à hurler, ils partent en courant. C'était un moment difficile. Donc quand tu me demandes si cette putain d'histoire est vraie, ouais, elle est vraie. Si mon histoire c'est du marketing, aujourd'hui je l'utilise pour ma communication, pour inspirer les autres. Beaucoup. Mais ouais, c'est ma vie. Et je te remercie en tout cas de nous l'avoir confié parce que c'est je sens l'émotion évidemment quand tu en parles et c'est ce qui va en tout cas forger ton caractère et tu vas grandir avec ça. Avec cette, donc du coup, on appelle ça quoi? De la détermination, de la rage, de l'envie de vaincre? Non, je crois que l'immense trait de singularité d'un être humain, dans sa capacité, sa propension à grandir, à progresser, à vivre sa vie, chacun sa définition de la vie, 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de définitions du bonheur, tu le sais. C'est cette capacité à avoir faim. J'aime beaucoup résumer l'information, c'est que j'ai été journaliste pendant des années. Ben, bien sûr. Et j'aime pas jouer le psychologue, le psychiatre, parce que je ne suis pas, ou le gars très intelligent, parce qu'il va sortir 10 000 références. J'aime beaucoup la simplicité.
qui est dans mon rôle de transmettre un message. Mais je crois que pour résumer, la synthèse du résumé de la clarté, c'est on a besoin d'avoir faim dans notre vie. Si tu n'as pas la faim, c'est la fin. Je dis souvent sans la faim, F-A-I-M, c'est la fin. Et je crois que c'est pour ça que je dis que mon enfance est un cadeau et mon enfance est d'une immense facilité à ce gamin du Rwanda qui a vu partir ses parents, tu vois, Bien à coup sûr, de hachette. bien Donc, il sûr. faut quand même prendre beaucoup de recul. Mm. Mais quand t'es gamin, c'est pas parce qu'il y a d'autres gamins qui meurent de faim que t'es plus heureux dans la tienne Mm. de vie, tu vois. Mm. Donc, je crois que c'est la faim qui va faire toute la différence dans notre vie. Alors pourquoi le journalisme? Le journalisme a été la suite directe de 2 besoins humains que j'avais. Le premier besoin humain, c'est que je sois... D'abord, je vais être très honnête avec toi et je le dis toujours sur une scène à celles et ceux qui m'écoutent. Je crois que je suis né pour être vu. Je suis né pour être vu. Il y a des gens qui sont nés pour vivre dans l'ombre d'eux, et contribuer et avancer et progresser dans une cause où ils ne seront pas mis de l'avant. Moi, j'ai senti que j'avais un message à passer, mais que je devais être au premier rang pour le faire. Donc moi, je suis né pour être vu. Ce que certains pourraient considérer comme de l'ego. Absolument. Mais je crois qu'on a besoin d'un ego. Ce qui est compliqué, si tu veux m'embarquer sur la thématique de l'ego, c'est que moi, je suis pour avoir un ego. Regardez la définition de l'ego. Sans ego, tu meurs. T'es plus un être humain sans ego. Donc, ce que l'on décrit, c'est l'arrogance, c'est la condescendance, c'est le rejet, c'est la critique. Ce que l'on rejette, c'est cet ego que l'on peut avoir dans La folie des grandeurs d'Olivier de Funès qui demande à Yves Montand de se mettre à genoux pour se grandir lui-même. C'est cet ego même qui nous demande de rabaisser les autres ou de travailler sur nous-mêmes pour progresser, pour grandir. On a besoin d'un ego dans notre vie. C'est pour ça que souvent je dis que il faut pas confondre le mot confiance et arrogance. Donc on a besoin d'un ego pour redonner aux autres. Et à la fois l'ego toxique, exacerbé au sens propre du terme, là oui, cet ego-là. Tu sais, il y a dans les développements personnels, le développement du leadership, on entend énormément de choses à 2,50 $. Et contre l'ego, c'est faux. Je te dis un truc, une mère, c'est un cliché ça aussi. Une mère ou un père avec 3 enfants, l'un des 2 conjoints est parti ou est décédé, parce que ça, c'est pas du tout un cliché, ça existe beaucoup. Seul avec 3 enfants, si cette femme ou cet homme n'a pas d'ego, c'est compliqué de faire 2-3 métiers à la fois pour nourrir les enfants le soir. Et c'est cet ego qui tient. Et cet ego, on va venir le nourrir positivement par le sens de notre mission. Et c'est là, quand je dis, évidemment, c'est très accrocheur, je suis né pour être vu, mais avec une vraie destination. Et j'ai une double destination. Pourquoi je suis arrivé au journalisme? Parce que je me rappelle de ta question. La première des choses, c'est parce que j'avais besoin de me reconstruire. Et j'ai très vite compris que j'arrivais à me reconstruire en aidant les autres. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se reconstruire dans un ego toxique. Mon ego avait besoin d'être, de rayonner, de jouer sa part de sa mission en aidant les autres. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, et c'est ce que je fais avec toi en ce moment, et tu dois le ressentir, j'ai toujours une question primaire. Est-ce que je suis utile à cette personne? C'est toujours une question que j'ai en tête. Pour ça qu'il y a des gens qui me disent, tu es devant des salles, devant 10 000 personnes, est-ce que tu as le trac? Et j'ai pas le trac. Non pas parce que c'est l'ego toxique qui va jouer son rôle, pas du tout. C'est que quand j'arrive sur une scène, comme maintenant, en discutant avec toi, j'ai toujours cette question primaire, est-ce que je suis utile à cette personne? En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je monte sur scène, je m'intéresse à mon utilité aux autres, pas à l'image que je projette. D'ailleurs, ça peut être une extrême. Je suis arrivé un jour sur scène, j'avais des sous-vêtements blancs, j'ai pas fermé ma braguette. Et ça, évidemment, c'était un grand rire général parce qu'il y a des caméras en gros plan sur moi, parce que j'oublie complètement qui je suis. Donc, j'ai pas le trac, j'ai pas cette peur, parce que la peur, souvent, de déplaire, elle est là. J'ai le trac, j'arrive plus à parler parce que je vais pas leur plaire. La question, c'est pas est-ce que je vais leur plaire ou pas, c'est est-ce que je serai utile. Est-ce que ça veut dire que le journalisme, à un moment donné, était trop réducteur sur ce besoin d'être utile, ce besoin de transmettre et ce besoin d'aller vers l'autre en donnant du contenu, de la matière, et pas nécessairement que l'effet du journalisme qu'impose le journalisme? Quand on est dans la production télé, ce que je faisais, et le journalisme, on réalise très vite tous les jours qu'on est un pion d'un système.
Le but du jeu d'un média en général, et je veux juste préciser que les gens qui travaillent dans les médias sont, comme dans la vie, des bonnes et des mauvaises personnes. Les journalistes, non, non. En plus, l'objectivité n'existe pas. L'honnêteté, oui, pas Mmh. l'objectivité. Mais Mmh. les gens dans les médias sont des très bonnes personnes, comme tout le monde. Mais ces gens-là travaillent pour des actionnaires qui, eux, ont besoin de faire des chiffres. C'est un modèle économique. Et on obtient les chiffres en attirant l'attention. L'attention. Et c'est là où il y avait toute la dérive. Donc moi, en tant que journaliste, j'ai eu une expérience qui, là encore, est un cadeau pour moi. Je me retrouve à faire des reportages dans le monde entier, notamment à la chute des talibans, à Kaboul, en Afghanistan. 80% de la ville de Kaboul est dévastée, il n'y a plus d'eau potable. Je vais te raconter une anecdote à ce propos. Donc, toute cette expérience-là était formidable pour moi. Mais à un moment donné, j'étais le pion d'un système. J'étais dans un rouage où tous les jours, je devais faire un prêt à diffuser, un PAD. Tu vois ce que je veux dire et tu sais de quoi je parle. Mmh. Et là, j'étais plus du tout en contrôle de ma vie. Et puis, j'ai eu cette véritable expérience aussi qui me permet d'arriver sur scène aujourd'hui et pas de dire j'ai fait ce métier, entre guillemets, de coach toute ma vie, je n'ai fait que ça. C'est ça qui fait la richesse aussi d'un coach ou d'un mentor. C'est d'avoir partagé un vécu. Un coach, il n'est pas nécessairement meilleur. J'ai accompagné de nombreux multimillionnaires, notamment au Canada. Je suis franco-canadien, je suis né en France, comme tu le vois, mais j'ai accompagné plusieurs milliardaires qui étaient 1000 fois meilleurs que moi dans leur discipline. Mmh. Mais ce qui fait la richesse d'un coach, c'est deux choses. La première, c'est son passé, son parcours, son expérience, son vécu. Et la deuxième des choses, c'est de voir ce que personne ne va voir. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi Tiger Woods avait plusieurs coachs? Golfeur. Ouais. Il avait 3-4 coachs qui alternaient. Pour quelle raison? Est-ce que les coachs de Tiger Woods, golfeur de renom, jouaient mieux que lui? Non. Non. Mais est-ce qu'ils voyaient à quel point le swing à 1 millimètre était mal placé parce qu'ils étaient derrière lui à voir le mouvement? Alors, non, mais ce qui est intéressant sur l'histoire, effectivement, du terme coach, quel regard tu as sur tous ces coachs, puisque tu dis qu'il faut un certain background, avoir un certain vécu. Tous ces jeunes coachs que tu formes, pour le coup, qui sont, par définition, Mmh. coachs, et qui vont accompagner, à leur tour, d'autres personnes, ils n'ont pas nécessairement ce recul sur la vie. Mmh. Quel regard tu as là-dessus? Le regard que je peux avoir sur des coachs qui ont 20 ans, Mais oui, tu veux dire? mais oui. C'est un regard, d'abord d'immense, acceptation et flexibilité. J'ai pas un regard de jugement, pas du tout, sur ces coachs qui démarrent dans la vie, avec toujours la même séquence marketing. J'étais timide, j'y arrivais pas, je manquais de confiance en moi, et cetera. Exactement. On a toujours la même séquence. Mmh. Ce sont des entrepreneurs qui peuvent faire du bien aux gens, mais qui peuvent aussi parfois vendre de la poudre aux yeux. Voilà. Ensuite, je crois que nous, les coachs que l'on forme depuis des années, que l'on certifie, soit à la certification européenne ou internationale comme l'ICF, sont quand même des coachs qui ont une moyenne d'âge de 45 ans et qui ont tous de facto une expérience, et beaucoup dans les ressources humaines d'ailleurs. On va retrouver beaucoup de chefs des services, de DRH, d'hommes et de femmes qui ont malgré tout une expérience. Alors, on va voir évidemment. Moi, je voudrais qu'on continue quand même sur ton parcours de vie. On a vu effectivement l'étape journalisme, on a vu ce passage et cette nécessité que tu as de transmettre, de donner du contenu et de nourrir ceux et celles que tu avais envie d'accompagner. Le Canada. Pourquoi vas-tu t'installer au Canada? Est-ce que, et pardon de te poser la question, est-ce que c'est pour l'amour du pays ou est-ce que c'est pour des raisons purement fiscales? C'est l'amour du froid. Oui, oui, c'est ça. L'amour du froid. Non, mais c'est une vraie question. J'aime tellement. Alors, Tout le monde se pose cette question. Pourquoi as-tu installé le siège de ta société Globe à Montréal? Ah waouh. Alors Oui. d'abord, Globe aujourd'hui, c'est 18 entreprises. Déjà, c'est pas juste une seule entreprise. Le bébé a bien grandi. Globe, c'est 250 personnes qui travaillent pour le groupe. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai choisi le Canada à l'époque uniquement pour des raisons émotives. Pour quelles raisons? Eh bien parce que je suffoquais en France. Voilà la vraie raison. Je suffoquais en France. Et je t'ai glissé, sans fausse pudeur, mon passé. Merci de tes questions directes en me disant « Ah, c'était une tranche marketing ?» Non, non, je l'utilise dans ma communication, bien sûr, mais c'est une pure vérité, mon passé. Mais je ne voulais pas que mes enfants, suite à ce qui s'est passé dans mon enfance, vivent la même chose que moi. Je vais être très honnête avec toi. Je suis parti de la France pour des raisons émotives, l'état d'esprit. Je ne me sentais plus en sécurité sur les biens des personnes.
j'ai quitté la France, j'en étais à mon 3e cambriolage de ma maison. Donc la 2e raison, c'était l'insécurité. Psychologique ou pas, on s'en fiche, mais émotion pour moi à l'intérieur. Et puis ensuite, le 3e point, je voulais considérablement développer mon activity coaching. Je voulais passer à un autre niveau. Et puis j'avais aussi, ça je ne l'ai jamais dit non plus, c'est que j'étais en burn-out. J'ai quitté la France, j'étais en burn-out. J'avais une entreprise de coaching et de formation avec une associée. Je lui ai revendu 100% des parts. J'avais de l'immobilier. J'ai revendu en partie. J'étais de tous les cocktails parce que j'étais journaliste, de mondanité. J'ai commencé à accompagner des hommes et des femmes qui étaient plus ou moins et de plus en plus connus. Je n'arrêtais pas. Je n'en pouvais plus. Donc, là, je t'ai donné les raisons émotives, les fondations sur l'état d'esprit français, sur mon besoin de développer mon activité, d'être en clair dans un environnement qui me correspondait beaucoup plus. J'adore la France, j'aime encore aujourd'hui la France et je dois tout à la France. Je dois tout à la France. Et à ce moment-là, dans la tranche de vie dans laquelle j'étais essoufflé, j'étais pas en déprime, j'étais en burn-out, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand je te dis pour des raisons émotives, quand les gens me disent « Ouais, mais toi, tu donnes des conseils, comment rebondir dans sa vie, changer de carrière. » Ben oui, mais c'est-à-dire que chérie, je l'ai fait dans ma vie, j'ai changé de carrière. Oui, mais toi, Si, j'étais journaliste, entrepreneur, oui, j'étais journaliste, je faisais de l'immobilier, j'avais d'autres entreprises, toujours. Moi, j'ai commencé à travailler à Avignon à 11 ans, suite à cet incident sur le marché de la place des Carmes, qui était marché aux puces à l'époque. Il a changé maintenant. Et je mettais une couverture le dimanche matin à 6h du matin et je vendais des vieilleries que je récupérais la veille le samedi après-midi à Avignon, dans des vides-greniers, des marchés aux puces, dans des garages. Donc, j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai toujours été entrepreneur. Mais j'avais besoin je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais totalement. Mais j'avais besoin d'un nouvel environnement. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est la pure vérité. J'ai jamais été Superman, j'ai jamais dit que j'étais Superman. Mais la reconversion professionnelle, la réorientation professionnelle, bienvenue au club parce que je sais de quoi je parle. C'est toute l'expérience aussi d'un coach. C'est de comprendre peut-être ce que tu as vécu. Pas toujours, mais parfois. Et aussi de se dire à ce moment-là, j'ai compris encore plus que jamais à quel point l'environnement était important. C'est pour ça qu'il y a ce fameux débat entre le lamarckisme et le darwinisme. Jean-Baptiste Lamarck, qui était un Français d'ailleurs, bah lui, il est mort en 1929, et lui, c'était la théorie, on peut le dire, de la transmission du tempérament, du caractère. Tu vois? Alors que Darwin, c'était vraiment l'évolution naturelle. Et évidemment, la science s'est retournée du côté de Darwin, mais je suis pas intimement convaincu que l'un et l'autre aient à 110% raison. Parce que si tu regardes d'abord Darwin, qui était un Anglais, culture complètement différente, il avait seulement 20 ans, Darwin, quand Lamarck est mort en 1829. Et l'un a aidé l'autre, et surtout l'autre a été inspiré par Lamarck. Mais quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe avec l'épigénèse, l'épigénétique, donc Lamarck, c'était la fameuse girafe au long cou qui s'est adaptée à l'environnement, ça a transmis la génétique. Mais aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc, je suis intimement convaincu que contrairement à certaines espèces vivantes, comme les abeilles, que notre fonction, notre vie et les caractéristiques de notre code génétique pour nous reproduire ne sont pas, comme les abeilles, inscrites dans notre patrimoine génétique, dans notre ADN. Je crois qu'on a une vraie capacité à décider. Et c'est lorsque j'ai pris conscience vraiment de cela que j'ai quitté le Canada, pour faire l'histoire courte, pour ces raisons émotives. Et ensuite, je me suis dit, mais après tout, j'ai besoin d'un environnement. C'était la France pour le Canada. La France pour le Canada. Pour le Canada. Oui, et là, j'ai pris mes 2 gamins, jeunes, parce que Benjamin, il a 19 ans et Julien a 18 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 35 ans sans les taxes. C'est ça. Et l'idée ne rit pas. Et l'idée, c'est que j'ai décidé de partir au Canada pour ces raisons-là, parce que j'ai compris plus que jamais à quel point, et là, j'avais pas du tout en tête le phénomène épigénétique, mais à quel point notre environnement va venir impacter nos pensées, nos croyances, et même, on l'a vu maintenant dans la science, nos gènes. Les valeurs. Je voudrais qu'on parle des valeurs un instant. Quelles sont les valeurs de Franck Nicolas aujourd'hui? L'énergie.
Ça, c'est la première des choses. Ouais. La Tu fais toujours le plan, moi j'ai vu, hein, les vidéos à 5 heures du matin, seul dans le parking de la salle de sport, hein, pour en disant: «Je fais un petit 360° pour vous montrer qu'effectivement je suis seul dans le parking de la salle de sport». Tu fais toujours ça? oui, oui. Ça aussi, tu sais, Franck, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit: «Il s'est levé un matin, il va faire une vidéo et puis il va dire qu'il fait ça effectivement tous les matins». Sincèrement, je me suis dit ça. Ouais, ouais. Non, tu le fais. Ouais, l'été, c'est 3h45, 4 heures. Mais non! Et l'hiver, 4h45, 5 heures, quand je suis à Montréal et que j'ai besoin d'une heure de plus pour dormir. Mais il faut pas croire que je suis pas du tout un héros. C'est que c'est un besoin vital. Non, mais C'est tu comme mets en application ce que tu dis. Ah oui. Et c'est ça que je me suis toujours demandé. Ah oui. Je me suis dit, évidemment, tu es un formidable communicant. Évidemment, il y a des bases marketing extraordinaires et que tu as cette faculté de pouvoir tout le temps la ramener, faire une vidéo, quel que soit l'endroit où Mais tu la es. ramener, c'est négatif, non? Non, pas du tout, parce que je me dis, Tu vas t'en non, prendre une, fais gaffe, hein. tu sais qu'à chaque fois que je tombe sur les vidéos, je dis, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? La moindre truc, la moindre image, la moindre situation que tu croises dans la vie de tous les jours, t'inspire une vidéo et t'inspire un message. OK, c'est la direction que tu veux que je prenne, là? Oui. Ah OK. Je suis un gamin. Je suis un gamin. Tu comprends, camarade? Tu es à une terrasse de café à Paris, Ouais. tu poses ton téléphone devant la tasse de café et tu vas faire un laïus pendant de longues minutes pour Ouais. expliquer la vie. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Tu sais, le mec qui est en face de toi aujourd'hui, est-ce que tu crois que je suis avec toi en ce moment, honnêtement? Je suis à 110% avec toi en ce moment? Je pense pas. Je vais te dire un truc. Je crois que la période dans la vie la plus subjugante, c'est entre 0 et 7 ans où on apprend énormément d'informations. On a un Évidemment. filtre, on a un système d'activité réticulaire peu à peu qui va, le SAR, qui va filtrer nos émotions, nos informations, sinon on deviendrait fou. Mais si j'arrive à avoir cette présence, c'est parce que j'ai gardé mon cœur d'enfant. C'est-à-dire que le gars qui est en face de toi, j'ai choisi qui il allait devenir. J'ai choisi qui allait être Franck Nicolas. Cet enfoiré qui est devant toi aujourd'hui, j'ai choisi qui il allait devenir. J'ai pas laissé la vie choisir qui je devais devenir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je sais, ça impacte évidemment. Et le petit trou du cul que je suis aujourd'hui, s'il arrive à faire une petite étincelle dans la vie d'une personne par jour ou peut-être plusieurs personnes, c'est parce que, et si on arrive à avoir peut-être 10 000 personnes dans une salle qui viennent voir ce petit trou du cul sur la scène, c'est parce que il y a ces traits de singularité où je ne négocie pas sur qui je veux devenir. Tout le monde a cette capacité de décider et ça nous est tous et tout arrivé. Je vais vous donner un exemple. À qui c'est déjà arrivé? Et vous me noterez dans les commentaires maintenant. On va aider notre ami. Et vous mettez beaucoup de commentaires. Je veux dire un truc. À qui c'est déjà arrivé d'être dans une relation toxique et vous êtes resté trop longtemps dans cette relation? Bien trop longtemps dans cette relation. Tu es d'accord avec moi? Bon. Et à un moment donné, tu t'es dit, stop, basta così. C'est fini. Maintenant, ça suffit. Ciao. J'ai peur de rester seul. Je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça suffit. Ça t'est déjà arrivé? Clairement. OK. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est issu de 100 ans de psychologie freudienne qui nous laisse à penser qu'il faut des années pour prendre des décisions. Et on confond décision et changement. C'est pas la même chose. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Rejoindre une nouvelle destination, ça prend du temps, mais décider une nouvelle destination, ça prend une seconde. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça suffit. J'ai trop souffert. J'ai beaucoup trop souffert dans ma vie. Donc, avec toi, ça marche plus. Ça fonctionne plus. Et la décision a duré une seconde et ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc, ce qu'on ne comprend pas avec cette psychologie freudienne, parfois qui a de très bons côtés, pas du tout, hein. J'ai rien contre la psychologie traditionnelle. Mais c'est que ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous avons la propension, nous les êtres humains, à compresser les décennies en secondes. Et se dire, je n'ai pas besoin, l'exemple que je te donnais tout à l'heure, d'avoir un cancer des poumons pour arrêter de fumer. Parce que je vais être dans le service d'oncologie, ce sera trop tard. Donc, j'ai besoin d'apprendre à décider avant. Donc, le vrai pouvoir de l'être humain, j'en suis intimement convaincu, quelle que soit votre énergie aujourd'hui, si vous êtes dans une énergie beaucoup plus tranquille, sereine, selon la tranche de vie dans laquelle vous êtes, ou un entrepreneur qui a besoin de boost, d'aller plus loin, c'est toujours une question de décision.
La vie est une question de décision. Et oui, à 110%, je suis intimement convaincu qu'on a tous ce pouvoir en nous. Avec l'exemple que je viens de te donner, on l'a tous vécu, cet instant de dire « Oh, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à décider ?» Et c'est ça la question. C'est de comprendre nos métaprogrammes à l'intérieur, mon mode d'emploi, pour résumer, ma télécommande. Mais comment je suis parvenu à décider? Et si je pouvais réduire ce temps de décision? Et à ce moment-là, on reprend, c'est très cliché, le contrôle de notre quotidien. Une photo, Franck. Regarde. Cette photo-là, qui est sans doute pas une photo de situation délicate, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a inspiré au premier abord, comme ça, quand je regarde la photo et je me dis, est-ce qu'il t'arrive, parce que tu donnes une toute autre image, est-ce qu'il t'arrive d'avoir comme ça, le visage dans les mains, et te dire, je suis mal barré, c'est pas le bon trip, j'ai pas pris la bonne direction, je me suis trompé, c'est une erreur, et voilà, etc. Est-ce que tu gères ton mental? Comment est-ce que tu le gères? Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation-là? Pour être dans un cliché, ça m'arrive 14 fois par seconde. Tu doutes? 14 fois par seconde. Mais attends la suite. Je veux toujours prendre le contre-pied de ces experts qui sont des superman et des superfemmes. Je suis vraiment un homme comme tout le monde, sauf une nouvelle fois, il applique certains outils. Il y a beaucoup de gens qui me disent, donc toi, Franck Nicolas, tu n'as pas de mauvais moments, tu n'as pas de mauvaise journée, etc. Je dis non, j'ai pas de mauvaise journée. Ah, alors tu vois, t'es monsieur Superman. Je dis non, non, non. Je n'ai que ça. Non, j'ai pas de mauvaise journée, mais j'ai des mauvais moments. Il m'arrive d'avoir des mauvais moments. Et ensuite, je mets en pratique tout ce que j'enseigne. Avec une succession de réflexes, de disciplines et d'habitudes, une brochette qui forme mes paradigmes tous les jours, qui vont reprendre, qui vont permettre de reprendre les commandes de l'appareil. Et c'est ça la complexité d'un être humain, c'est pas d'être parfait, de ne jamais avoir de haut et de bas. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Donc, est-ce que ça m'arrive souvent de dire « Oh my God, mais comment je vais faire ?» Et oui, j'ai des mauvais moments. Ouais. Alors, j'en ai pas 14 par seconde, évidemment, mais ça m'arrive de douter, bien sûr, mais ça dure pas très longtemps. Ça m'arrive d'avoir un creux de vague, mais ça m'arrive très peu de temps. Donc, j'ai pour habitude de dire que je n'ai pas de mauvaise journée, mais j'ai de vrais mauvais moments. Mais ça dure pas trop longtemps. D'abord parce que la vie est trop courte pour avoir de mauvais moments. Alors ça, c'est rigolo, c'est un autre cliché que je vais te dire maintenant. Mais chez un homme, on a en moyenne 83 printemps à vivre. Chez une femme, 85. Moyenne d'âge, 84 printemps. D'aucuns pensent aujourd'hui que nous arriverons à 100, 110, 120 ans. Comme mon ami Frédéric Salman, et je le crois, et j'adore le croire d'ailleurs, hein, si on suit ses conseils. Et c'est un ami personnel. Mais en tout cas, les statistiques aujourd'hui, je suis assez pratico-pratique, terre à terre pour ce coup-là, c'est 83 pour les hommes et 85 pour les femmes. De savoir qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, ironiquement, dans notre vie de tous les jours, quand on est dans la souffrance, ça ne nous empêche pas de souffrir. Donc, il faut revenir sur nous-mêmes. Il y a une technique que je donne à celles et ceux qui peuvent nous écouter maintenant, c'est lorsque vous êtes dans un moment de doute, la première des choses, le premier réflexe, c'est de ne jamais culpabiliser de douter. Parce que le doute, c'est une émotion qui est là pour nous protéger. Je donne un exemple. D'ailleurs, c'est le chien le plus célèbre de laboratoire, Pavlov, tu sais, cette approche behavioriste qui a été laissée de côté, qui a été fusionnée par la suite par la psychologie cognitive, qui prend en compte le côté inconscient et non conscient. Mais on va revenir sur le comportementaliste qui était vraiment pas du tout complet. Mais si on regarde le principe du chien Pavlov, il y avait une petite sonnette, il y avait un stimuli, il avait faim. Il y avait plusieurs stimuli après qui arrivaient, mais le stimulus, ding, 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 il bavait. Et ce qui est intéressant dans l'étude de Pavlov, c'est que dans une moindre mesure, mais le chien se mettait à baver avec d'autres stimuli. Ce qui veut dire que s'il y a une personne qui m'agresse dans la rue pour revenir à mon enfance et qui a une casquette rouge, eh bien, je vais avoir tendance, malheureusement, à craindre tous ces gens qui avaient une casquette bleue, vert et jaune. Donc, j'ai un conditionnement qui est énorme dans ma vie. C'est à ça qu'il faut prêter attention aussi. Donc, lorsque on est dans une situation de détresse, il y a un message. Donc, lorsque vous doutez, n'en rajoutez pas à avoir une émotion négative d'un mauvais reflet de vous-même, dire « Ah ben,
J'ai lu dans un livre à 2,50 $ que c'était pas bien de douter. J'entends même des gens qui disent, il faut pas penser. J'en ai même des gens qui me disent, il faut éviter de penser. C'est-à-dire qu'on a entre 60 et 70 000 pensées par heure de réveil par jour, et 70% sont négatives, et 80% c'est les mêmes pensées que la veille, hein, je vous signale. Et on nous dit, il faut pas penser. C'est impossible de ne pas penser, chérie. C'est impossible. L'astuce dans ces moments-là, premier réflexe, n'en rajoutez pas. Vous doutez, c'est OK. Vous savez, les gens me disent, mais je pensais que tu étais un gars à 110%, tu poussais. Mais arrêtez de vous faire du mal. Laissez-moi faire, vous donner un coup de pied aux fesses, mais vous-même, ne vous donnez pas de coup de pied aux fesses. Premier réflexe, laissez un coach le faire et choisissez votre coach. Ne vous en voulez pas d'avoir des émotions négatives. Ne vous flagellez pas parce que vous avez un genou à terre, parce que vous êtes dans un creux de vague. C'est OK. C'est une émotion humaine, c'est OK. Et c'est super utile. Parce que ce sont les ombres au tableau qui nous permettent de voir la lumière après sur le tableau. Si on n'avait pas de coup de mou, comment on pourra apprécier les plus grands moments? Les plus grands moments de notre vie, est-ce qu'on les a appréciés parce qu'ils étaient prévus et faciles? Ou est-ce qu'on a apprécié les plus grands moments de notre vie parce qu'ils étaient impromptus, imprévus et difficiles à atteindre? La réponse, on l'a. Donc le premier réflexe, c'est de ne pas culpabiliser parce qu'on a des coups de mou. Et le deuxième réflexe, petite astuce que je peux vous donner modestement, puisque vous êtes très cartésien, et la plupart d'entre vous, les gens sont très cartésiens souvent. Hein. Moi, j'ai plein d'enfants, mais je fume. C'est-à-dire que ou alors je suis dans le domaine de la santé, mais je suis obèse. Oui. L'ancien ministre de la Santé au Québec était obèse. Je trouvais ça assez ironique. Il pouvait donner de bons conseils en santé. L'autre point, c'est douter de vos doutes. Pourquoi est-ce que ce serait moins irrationnel de douter de ses doutes? En clair, qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est qu'on n'est pas obligé, on ne peut pas s'empêcher de penser. Mais on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées. Ça, c'est intéressant. Je note aussi. Il y a une question que je brûle d'impatience de te poser, mais vraiment parce que, tu sais, tu reviens très, très régulièrement sur le « ne lâchez rien ». N'abandonnez pas, ne lâchez rien. Ça, c'est ce qui revient, c'est le gimmick systématique dans le coaching, que ce soit chez toi ou chez d'autres. Je me pose cette question lorsqu'on décide d'entreprendre et de ne rien lâcher par définition parce qu'on veut aller au bout. À quel moment il est intelligent aussi de se rendre compte que c'est pas nécessairement la bonne façon d'avancer, que c'est pas nécessairement il y a un mur et arrête de t'obstiner à prendre ce mur. Tu vois l'ambiguïté qu'il y a entre ne rien lâcher et s'obstiner à se dire attends, je vais là, je souffre, mais je sais que c'est pas là qu'il faut que j'aille. Tu vois, moi c'est cette vraie question que je me pose régulièrement. Et si je me trompais? Toi-même? Ça m'est arrivé, ouais, plein de fois, bien sûr. Et si je me trompais? Il y a deux aspects dans ce qu'on est en train de dire. C'est super important. Donc je pars là-dessus. En fait, lorsque vous voulez interviewer Franck Nicolas, vous préparez 2 questions. Pas plus de 2 questions. Ensuite, vous ouvrez les vannes et il part en conférence. Voilà, c'est du non-stop. Non, mais tu vois la vraie question. Tous ces gens de coach, en tant que coach que tu accompagnes, ce sont des gens qui veulent créer, par exemple, des entreprises et qui veulent notamment être indépendants. Et si ils mettent en application le fait de ne rien abandonner alors qu'ils sont dans le mauvais chemin. Alors, il y a un aspect fondamental de ce que je comprends, ce que j'entends dans ce que tu es en train de me dire, c'est c'est Franck, quel est le distinguo finalement entre la persévérance et l'acharnement? C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Et il y a un autre élément que tu as donné dans ta question, parce que mon métier, c'est d'écouter et de voir. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il manquait un mot à ta question pour faire tout le distinguo. C'est comment on fait ce discernement entre ce que nous voulons vraiment. Le mot vraiment. C'est-à-dire qu'on veut tout et tout le monde en un instant et en claquant des doigts. Tout le monde veut des fesses en béton, mais personne ou rares sont celles et ceux qui sont prêts ou prêtes à aller 4 fois par semaine au club de gym et bien manger tous les jours et réduire la quantité de d'hydrates de carbone, en français, que l'on consomme tous les jours. Il y a une immense différence entre une décision dont on parlait tout à l'heure et le vœu et le souhait. Si la vie le veut, si la planète, la nature, Dieu le veut,
comment on dit en arabe, Inch'Allah, eh bien, peut-être qu'un jour, je pourrai nourrir mes enfants. Peut-être qu'un jour, je pourrai vivre la vie que je veux. C'est un souhait, c'est un vœu. 88% des gens qui prononcent une résolution en début d'année, au mois de janvier, et on y arrive. C'est pas une résolution, c'est un souhait. Et ils boivent plusieurs verres d'alcool et le lendemain matin, le 1er janvier, c'est déjà C'est oublié. déjà oublié. Je vais te dire un truc. Je crois que dans notre vie, ce qui va faire tout le distinguo, c'est cette capacité de se regarder dans le miroir et de se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à une situation, on a pris l'exemple des situations amoureuses. Ça, c'est important pour moi. Je sais pour quelle raison c'est important. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas quand je vais y arriver. Mais ce sommet-là, c'est ma montagne à gravir. Je ne sais pas comment je vais aller de camp de base en camp de base. J'en sais rien. Et avec qui et comment. Mais c'est non négociable. Je l'aurai. Et quand on veut quelque chose vraiment, en clair, entendez par là, quand c'est non négociable, ça, c'est de la persévérance dont il faut faire preuve. C'est de l'acharnement quand c'est une futilité. C'est de l'acharnement quand c'est friable. C'est de l'acharnement quand c'est dans un tsunami d'émotions sociales. C'est ça toute la différence, le distinguo. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que tu as décidé que c'était non négociable. Je suis persuadé que tu ne savais pas comment tu allais faire et quel sera l'avenir de cette chaîne dans 5 ans. Mais c'est non négociable, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est ça tout le distinguo. C'est non négociable. Tu as raison. Je voudrais te montrer une autre photo pour illustrer, parce que si vous ne savez pas, encore une fois, qui est Franck Nicolas, je pense que vous avez hiberné sur les réseaux sociaux ou que vous n'allez jamais sur un réseau social. Je vous montre une photo. Ça, c'est la grand-messe d'un événement Franck Nicolas. D'abord, première émotion quand tu vois cette image. Ah waouh, j'ai les larmes aux yeux. Super dur. Est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as à cet instant? Je crois pas. Je crois pas aujourd'hui que j'ai pas le sentiment aujourd'hui d'être à ce point un catalyseur. J'ai Malgré les milliers de personnes que tu as? non, Je suis désolé de te provoquer cette ouais, émotion, ouais, pardon, mais j'ai pas ce sentiment d'être un catalyseur à ce point-là. Mais quand je vois ça, j'ai beaucoup d'émotions parce que si le public savait à quel point il m'aide quand je suis sur la scène. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, la question primaire que j'ai, c'est est-ce que je suis utile aux autres? La première question quand je suis ici dans cette pièce, c'est est-ce que je suis utile? Tu vois? Et ici, sur cette scène-là, j'ai beaucoup d'émotions parce que il y a énormément de gens qui viennent dans le Weekend Spark qu'on va vivre prochainement, qui est un séminaire de 3 jours exceptionnel, dans lequel on revient sur tout ce que j'ai appris depuis 20 ans en leadership, entrepreneurship et en développement personnel, absolument tout. Et on utilise 22 approches et thérapies en 3 jours. Et quand je vois cette image-là, qui est très cliché, parce qu'on se dit qu'ils chantent quoi? Hare Krishna toutes les 3 minutes, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils fument le calmé de la paix. C'est hyper rationnel et émotif à la fois ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, mais c'est un espace hors du temps, cette photo qui a été prise. C'est-à-dire que là, on est dans un espace de temps où on est déjà à 22 heures de coaching. Je reste sur la scène entre 12 et 14 heures. Il y a personne dans la francophonie aujourd'hui, à ce que je sache, qui a cette folie de rester sur une scène 12 à 14 heures, 3 jours d'affilée. Aux États-Unis, il y avait Jim, il y avait Tony, il y avait Jack Canfield, il y avait qui alterne 2 jours et 2 jours avec Joseph, notamment pour Tony, etc. Moi, je reste 3 jours sur la scène et je finis pas à 17 heures ou à 20 heures. Là, le Weekend Spark, l'image que tu vois ici, c'est une photo qui a été prise à 3 heures du matin. Et ils avaient commencé à 9 heures du matin. Et il n'y avait aucune pause. Et ce que personne ne sait, c'est que quand je sors de la scène, je m'effondre. Clairement. Parce que j'ai un mal au dos considérable. Mais sur la scène, parce que les gens me disent « T'as jamais mal au dos ?» Bien sûr que si. Je finis les 3 jours, je suis épuisé parce que je donne justement du 110%. Tout ce que j'ai, je le donne.
Mais j'ai beaucoup d'émotions parce que non, j'ai pas le sentiment d'être un catalyseur à ce point-là. J'ai surtout l'émotion de ce que l'on vit en ce moment. Et désolé, je suis pas assez bon en français ou en psychologie pour t'exprimer les mots que je ressens en ce moment Il n'y a pas besoin de face mettre à des cette mots. image. Ouais. Autre image, qui est en fait une image dans l'image, qui est celle-ci. Oh, Je voudrais, oh wow. quand tes parents assistent à un événement comme celui-ci, est-ce que tes parents t'ont dit dans les yeux à quel point ils étaient fiers de toi et du parcours? Bah, aujourd'hui, ils ont 81 ans pour mon père et 84 ans pour ma mère. Et Tu en parles beaucoup dans tes vidéos, tes parents. oui, oui, parce que je crois que beaucoup d'adolescents et d'enfants sont toujours dans cette revanche de reporter leur douleur sur celle de leurs parents et vice versa. Et surtout d'expliquer leur douleur. J'ai l'un des participants à l'un de mes séminaires, qui avait plus de 50 ans, reprochait tout à ses parents. Sa carrière, sa vie, sa douleur quotidienne. Et au bout de quelques minutes dans l'entrevue, on apprend que ses parents sont décédés il y a 5 ans, quoi. Et il continuait. Moi, je crois que comme la France, le Canada, je dois absolument tout à mes parents. Parce que ils m'ont montré un exemple de persévérance, de résilience. J'ai jamais entendu une seule fois mes parents, mais pas une seule fois, se plaindre. Si tu demandes à ma mère, qui aujourd'hui est encore en vie, elle a 84 ans, si tu lui demandes aujourd'hui dans quel quartier on vivait, elle disait un quartier extraordinaire. Je donne un exemple. Il y a quelques jours, ils ont eu leur chauffage qui a pété. Il fait froid en ce moment. Il faisait 13 degrés chez eux. Donc, je leur ai acheté vite fait des chauffages, etc. Et je dis: «Ma maman, qu'est-ce que tu fais là?» Elle avait un manteau. Rien du tout, mais je dis: «Pourquoi tu as un manteau?» On me dit: «Oh, c'est pas grave, le chauffage ne fonctionne plus». «Mais qu'est-ce que tu veux dire? Remets-le en route?» «Non, non, il marche plus du tout, il sera en route dans 3 semaines». Elle me dit: «C'est un inconvénient». Et cette même femme, j'ai encore une autre expérience, qui avait un salon de coiffure, comme je te l'ai dit, rue Paul Saint à Avignon. Un jour, elle est attaquée par des bandits à Avignon et qui lui font la caisse. Donc, menaces au couteau, et cetera. Et avec son apprenti, Josie, elle est enfermée dans les toilettes. Je te la fais très courte Mmh. pour aller très vite dans cette émission. La BAC arrive, la brigade anticriminalité, elle entend des combats, son inf son employé est dans les toilettes avec elle, se met à pleurer. Elle sort, c'est une femme forte, si tu savais à quel point. Et à la fin de la journée, elle m'explique qu'il y avait, elle a eu une attaque, elle a eu un hold-up dans son salon de coiffure. Pourquoi? Ma mère est partie en retraite, elle gagnait 1 200 € par mois comme patronne. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien du tout. Et elle gagnait rien du tout comme salaire, vraiment rien. Donc ils ont piqué quoi dans la caisse? 800 €, 500 € de la journée, j'en sais rien. Et à la fin, elle a été victime d'un hold-up. Ce petit bout de femme, hein, qui fait 40 kilos. Elle me dit: «J'étais vu». Oh, c'est un inconvénient. Et c'est cette femme qui m'a appris la résilience et également le pouvoir des mots. Donc en regardant mes parents, beaucoup de fierté de leur parcours. Ils sont encore vivants aujourd'hui et tous les jours, ils me rapprennent ils me redonnent la direction de la bonne vie qui est celle de ne pas passer son temps à geindre et à pleurer. Sauf que tu n'as pas répondu à ma question. Ma question était: est-ce qu'ils t'ont dit à quel point ils étaient fiers de toi? Pas vraiment, pas vraiment. Par pudeur? Non, j'ai entendu de la part de mes parents: «C'est super ce que tu as fait mon fils». Mais mes parents sont issus d'une génération d'une grande pudeur sociétale. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Et aujourd'hui, on va avoir tendance à dire à nos enfants: «Je t'aime, mon chéri». Mmh. Mon père ne m'a jamais dit: «Je t'aime». Et dans la psychologie, pour rentrer dans les détails, c'est là-dessus que tu veux que j'aille comme direction. Hem, Ça a jamais été très facile avec mon père et moi. OK. Ça a jamais été très facile. Et mon père, sans le vouloir, c'est inconscient, a toujours tenté un peu de, il a été dur, pour faire simple, il est vivant aujourd'hui, je vais être Mmh. tendre avec il a été rude avec son fils. Mmh. Tu as été Il est élevé à la dure. il a été rude avec son fils. OK, d'accord. Ouais, et OK. il m'a jamais porté la main dessus. OK. Et j'ai jamais entendu le mot: «Je suis fier de toi et je t'aime», jamais. Donc peut-être qu'une partie, tu vois, c'est intéressant et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais une partie de ma fin aussi, c'était aussi Mmh. pour démontrer à mes parents que j'étais capable d'eux. Je suis Ouais. tellement content que tu nous dises ça parce que honnêtement, j'espère qu'on on te regarde d'une
pas d'une autre manière, mais il y a peut-être parfois, euh, pardon de le dire, mais parfois quelques clichés. C'est-à-dire que quand on te retrouve dans des endroits somptueux, dans des maisons magnifiques, sur des plages incroyables, dans ta voiture, etc., etc., on met tout de suite une étiquette sur le truc en disant ouais, ils vont encore nous vendre, etc., etc. Sauf que quand on t'entend parler comme ça, avec la sincérité, l'émotion que tu as, je me dis, ce mec est vrai. Ce mec est vrai. Ben, merci. Ça n'est pas une flûte. Et Dieu sait que dans le développement personnel, j'en connais beaucoup. Mais ce mec est vrai. Il y a cette photo, évidemment, qui compte beaucoup pour toi, j'imagine. Tu commences un petit peu à mettre en avant tes enfants. On les voit un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu en photo de temps en temps. J'ai vu des petits lives aussi à droite, à gauche. Et tu dis qu'ils te suivent régulièrement. Ah, mes enfants ont été dans les avions avec moi dès l'âge de 2 mois. Ils ont toujours été avec moi. Je fais partie de celles et ceux, alors là, peut-être qu'on va me pointer du doigt une nouvelle fois, mais c'est pas grave. C'est le Franck à 110% pour le coup. Mais je fais partie de ces parents qui pensent que l'éducation est plus importante que l'école. Ouais. Et mes gamins, je vais vous le dire officiellement, les amis, c'est ils ont manqué des tonnes et des semaines d'école. Vraiment. Parce que je privilégiais leur éducation. Je donne un exemple. Dès le plus jeune âge, je faisais en sorte que mes enfants soient dans un rendez-vous d'affaires, dans la pièce, sur une chaise, à écouter ce que j'allais dire. Je demandais aux clients si ça ne le gênait pas. En général, c'était non, ça me gêne pas. Je lui demandais de prendre un papier et un crayon à la préadolescence, dès 13-14 ans, à peu près cet âge-là, et je leur demandais d'écrire. Et à la fin de la rencontre, je lui disais: «Qu'est-ce que tu as compris?» Et c'était formidable. J'ai gardé une partie de ces feuilles d'ailleurs de mes enfants. Donc j'ai toujours amené mes enfants autant que faire se peut dans tous mes déplacements professionnels parce que c'était une tranche de ma vie. Et voilà comment j'ai toujours dit à ma famille, et ma femme est d'accord avec moi, pour leur dire que ça répondrait peut-être à la question: est-ce qu'on peut avoir plusieurs vies? Et moi, j'ai qu'une seule vie, elle est simple, ma vie. C'est la vie de Franck et de sa famille. Et dans la famille, il n'y a pas la vie de papa et ma vie à moi. La vie de mes enfants, c'est la mienne et la mienne, c'est la leur. Leur échec, leur succès, ce sont mes échecs et mes succès. Dans notre famille, on a une règle, que l'on soit ensemble ou pas, et là, on est sur Zoom. Tous les dimanches, on se réunit et on parle de notre vie. On a une seule vie, on est sur la même page. Et vous avez le droit de tout vous dire. Et on a le droit de tout se dire avec beaucoup de respect, c'est ce que l'on fait. Une immense respect avec mes enfants. Mais pour le coup, je prends le contre-pied de mes parents, on est vraiment sans aucune pudeur. Petite photo, ça aussi est grande fierté. J'imagine que ça fait partie des choses où tu te dis, est-ce que tu gardes un document comme ça? Alors, je vais te donner Ah là, tu vas me dire: «Franck, là, pour le coup, tu es pas un bon communicant». On a proposé, ce magazine Entreprendre à la dernière tournée 110. Ni moi, ni mon épouse, ni mon équipe, personne n'a gardé un seul exemplaire. Non mais Je te promets que c'est vrai. ça, c'est quand même incroyable. Alors pour, dans la série des petites photos pour terminer, confiance, illimitée, c'est peut-être ça en fait ton meilleur titre de vie. Tu as cette confiance illimitée. Est-ce que cette confiance en toi, cette confiance en la vie? C'est intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que je crois qu'on peut tous développer notre confiance de façon illimitée. Est-ce qu'on a un potentiel illimité? Pas du tout. C'est faux. Demain, tu me demanderais d'être à mon âge astronaute, je te dirais: «Non chérie, je peux pas Mmh. y arriver». Mmh. Mais est-ce qu'on peut tous avoir une confiance illimitée en la vie, en l'espoir, dans ce futur meilleur? Oui, comme je te l'ai dit, je suis un gamin. Mmh. Et un gamin, il est capable de créer, de rêver, de grandir, Mmh. sans avoir honte. Mais je crois que oui, on c'est un bel appel du pied à la vie, c'est qu'on doit avoir cette confiance illimitée en la vie, Mmh. tout simplement parce qu'elle est courte et qu'elle va nous permettre, cette vision d'avoir, cette saisie de chaque instant. Et alors le rêve absolu, qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé? Ce que j'ai pas réalisé aujourd'hui, c'est d'inspirer 8 milliards d'êtres humains. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais, honnêtement? Tiens d'ailleurs, regarde, ici nous avons le téléphone céleste. C'est une ligne, on est les seuls au monde à avoir ça. Même chez Globe, ils l'ont pas. C'est une ligne directement avec les instances supérieures. Si tu avais un souhait, je passe un coup de fil, tu peux l'avoir demain. Le souhait ultime, ce serait de permettre à celles et ceux, et je m'inclus dedans, de prendre
de meilleures décisions chaque jour pour faire en sorte que notre demain soit meilleur, mais en fonction de nous-mêmes et pas des autres, sans tous ces carcans, sans tous ces masques de la société. Et à force de porter des masques, tel un acteur sur une scène ou devant une caméra, on en oublie la personne que l'on est vraiment. Est-ce qu'on est conscient qui on est réellement? Je vais te dire un truc, non. Parce qu'on a conscience de nos comportements, de la personne que l'on est, mais consciemment. La psychothérapie peut nous amener pendant des années, peut-être pour le coup, à travailler dans l'inconscient essentiellement. Ce qui n'est pas du tout le rôle d'un coach. Mais aujourd'hui, ce que je souhaiterais le plus au monde pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, comme pour moi, c'est toujours, encore et toujours plus de mieux décider de l'homme et de la femme que l'on veut être dans l'instant. Pas dans 20 ans tout de suite, parce que c'est trop lointain, mais dans un instant, qu'est-ce que je dois décider pour être plus heureux maintenant? Et puis, un pas à la fois. Donc, c'est de décider, de mieux décider qui je veux être pour mieux impacter les autres et être un leader. Je dis souvent, soyons des leaders actifs, déraisonnables, parce que je crois qu'il faut être déraisonnable dans ce monde de fous, et inspirant, parce qu'on est tous l'exemple de quelqu'un. Est-ce que ce monde meilleur. Ouais, est-ce que ce monde dont tu parles, est-ce que tu restes optimiste? Moi, je suis un optimiste. Je suis un optimiste parce que quand on prend du recul sur cette chasse à l'audience des médias, on en oublie que dans l'histoire de l'humanité, les morts, les personnes décédées par mort violente dans l'histoire de l'humanité n'ont jamais été aussi basses. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts par mort violente dans l'histoire de l'humanité qu'au moment où je te parle. Mais on a le sentiment dans cette course aux médias toxiques au final, chasse à l'audience. Tu sais, aujourd'hui, à l'époque, on passait devant un kiosque à journaux. Si l'information était positive sur le journal, on n'achetait pas le journal. Si l'information était négative, on mettait 50 centimes pour acheter le journal. Mais aujourd'hui, le journal est sur notre téléphone et juste un seul clic. Et quand on clique dessus, on est déjà embarqué. Souvent parce qu'on veut un petit boost de dopamine. Donc, le plus important dans notre vie aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser berner par ce téléphone ou par tous ces médias qui nous laissent à penser que notre vie est fichue. Aujourd'hui, le négatif est beaucoup plus accessible que cette recherche du positivisme ou d'une information positive qui, elle, demande un peu plus d'effort. Mais lorsqu'on fait cet effort, parce qu'on comprend que notre cerveau n'a pas été créé pour nous rendre heureux, notre cerveau a été créé pour nous maintenir simplement en vie. D'être heureux, ça demande un effort. Et quand on fait cet effort, on redevient beaucoup plus positif. Parce que pour moi, c'est ma réalité. Oui, je suis positif. Et je suis optimiste sur le monde. Délicieux moment, Franck. Programme Spark, programme Starter, le programme 110, confiance illimitée, tous les événements, la tournée, les week-ends Spark, les conférences en entreprise. Prochain rendez-vous, c'est le week-end Spark. Alors, où est-ce qu'on en est alors là dans prochain rendez-vous, c'est printemps prochain. Ok. Weekendspark.com. À Paris. À Paris. C'est 3 jours et c'est l'essentiel de ce qu'on doit retenir en termes d'état d'esprit, de travail sur soi, de clarté, de prise de décision pour le développement de carrière, d'affaires, de réorientation, que ce soit de sa carrière ou en tant qu'entrepreneur. C'est un séminaire de 3 jours, très compact, pour celles et ceux qui ont simplement faim. Tu as encore faim? Je suis affamé. Merci Franck. Merci infiniment. Merci à tous. Évidemment, on va nous mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact, non pas avec Franck, mais avec son équipe chez Globe. Et vous aurez évidemment la possibilité de commenter, car je le sais que cette émission va être commentée et partagée. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.